Yo! Aujourd'hui je vous parle de mes livres d'automne qui incluent livres que j'ai lus en septembre, en octobre, en novembre et en décembre parce que je triche un peu. Et on commence par Sur les traces du petit chaperon rouge de Pierre Herny. Je précise au cas où vous vous demanderez si je m'amuse à relire des contes ou des fictions qui extrapolent des contes vu la taille du bouquin, mais non, en fait ce livre est très documentaire, même en fait universitaire. Il est plutôt dédié à des gens qui se forment à l'anthropologie, à la sociologie, à la psychologie, à l'ethnologie, l'ethnographie, j'en oublie. Mais en gros ce livre est balèze. Déjà, il rassemble une liste non exhaustive de toutes les versions du petit chaperon rouge qui existent dans le monde entier. Ensuite aussi les analyses et les théories de différents chercheurs. Et si on devait le résumer, je dirais que c'est une vraie synthèse d'une tonne de bouquins que ni vous ni moi n'avons le courage de se bouffer. Et en même temps, c'est la synthèse la plus détaillée que vous pouvez lire. Je me suis intéressée à ce bouquin qui était chez moi depuis un bout de temps lorsque j'étais en première L et que nous étudions les différentes versions et adaptations d'œuvres. Donc on avait fait par exemple Salomé d'Oscar Wilde, je me rappelle, et on avait fait aussi Le Petit Chaperon Rouge. Et je pense qu'avoir lu ce bouquin en première m'aurait clairement aidé pour mon bac, mais bon c'est pas grave vu que je l'ai pas eu à l'oral. Bref, tout ça pour dire que les personnes qui sont intéressées par le sujet ou qui font des études sur le sujet, franchement lisez ce bouquin, ça peut peut-être vous sauver la vie. On passe maintenant à Circé de Madeline Miller. Je vais essayer de vous rendre la chose la plus précise possible, la plus subtile possible, que vous ayez une image approchante de ce que ce livre représente. Madeline Miller était déjà connue pour avoir fait vivre Achille dans son roman précédent Le Chant d'Achille, que je pensais que c'était le deuxième, donc c'est pour ça que j'ai commencé par Circé. Ça sous-entend que j'ai sans doute l'intention de lire Le Chant d'Achille, simplement parce que je suis une grande fan de l'Iliade et de l'Odyssée. Pas que j'ai lu l'intégrale des deux œuvres, même si ça c'est un projet de vie pour moi. J'ai lu 2 fois la version abrégée de l'Odyssée, une fois quand j'étais petite quand même, et une autre fois à 17 ans. Et à partir de là, je me suis beaucoup intéressée au mythe de l'Iliade, à la guerre de Troie, tout ça. Donc, je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche, mais je peux vous dire que la majorité de ce qu'il y a dans ce bouquin est juste. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi je parle de l'Iliade et de l'Odyssée alors que le bouquin s'appelle Circé ? Pour ceux qui ne seraient pas initiés au délire, Circé est un personnage que l'on retrouve dans l'Odyssée parce qu'elle fait partie de l'une des nombreuses étapes par lesquelles passe Ulysse pour retourner à Ithaque. En tout cas, c'est comme ça que moi je la connaissais. Et Ulysse étant le bras droit d'Achille dans la guerre de Troie, les deux histoires sont très liées. Et puis de toute façon, la toile de fond reste la mythologie grecque. Ce qui est passionnant, c'est que Madeline Miller vous raconte l'histoire d'Homère par les yeux de Circé. Donc dans ce livre, Circé est la narratrice, et ça change tout parce qu'on découvre des parties de la mythologie qui sont pas très connues, car pas très diffusées non plus. Mais en plus, on s'attarde sur les sentiments d'un personnage et de ce qu'elle peut en déduire des sentiments et du caractère des autres personnages. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir sur mon explication du génie de cette nana, parce que je pense qu'on est tous d'accord, on connaît Zeus, on connaît Hadès, on connaît Hermès, etc. Mais on ne sait pas quel est leur caractère. Enfin, on a des histoires qui pourraient nous dire « Ah oui, lui, il est un peu comme ça, un peu comme ci », mais c'est pas vraiment exprimé, on l'a jamais vraiment vécu. On s'est jamais posé la question mais de comment Hermès parlerait dans la vraie vie, ou comment Athéna se manifesterait-elle si elle devait nous rendre visite, comment Hélios, le titan du soleil, modulerait sa voix pour nous faire comprendre son mood du moment. Personne ne s'est vraiment posé ces questions parce que, tout simplement, quand on nous raconte les histoires, on se focus sur la logique qui voudrait que tel ou tel dieu agisse à ce moment-là pour ou contre tel personnage, parce que c'est son domaine, vous me suivez? Donc, Circé est la fille du titan Hélios et de la naïade Persée. Je vous fais pas tout l'arbre généalogique, même s'il aura son importance au cours de l'histoire. Dans les premières pages, on sait simplement que Circé n'a jamais vraiment été aimée par sa famille et que cela ne changera jamais. Elle est l'aînée et elle est la ratée de tous ses frères et sœurs. Vu qu'elle est en retrait, elle va avoir cet œil observateur, curieux, qui va nous décrire, nous sculpter les systèmes sociaux des dieux et des titans entre eux. La façon dont ils pensent, dont ils interagissent entre eux, la façon dont ils s'amusent, leur routine. On comprend en fait rapidement que Circé n'est pas comme les autres, mais pas parce que les autres le disent, simplement parce qu'elle nous le prouve avec ses actes. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire simplement au début du roman, mais clairement, on n'est pas prêt à constater en fait la profondeur du personnage qui se développe ensuite au fur et à mesure du roman. C'est incroyable. Je pourrais moi-même faire un roman sur la façon dont la meuf a fait un roman sur elle. Pour ceux qui connaissent un peu son histoire, oui, c'est une sorcière isolée sur une île, mais ce serait vraiment très restreint de l'étiqueter comme ça. Ce qui est aussi merveilleux, c'est vraiment la poésie omniprésente que Madeline Miller utilise pour écrire ses beau. En fait, le simple fait
que de base, elle parle en étant dans la peau d'une immortelle nous fait vraiment avoir des réflexions sur le sens de notre life. Parce que Circé observe beaucoup les humains, en fait est passionnée par les humains, elle les trouve beaux malgré leur laideur, courageux dans leur peur quotidienne, mais aussi persévérants dans l'horreur. Parce que, comme dit, elle va voir tout un panel d'humains qu'elle va rencontrer. Ça apprend beaucoup, je trouve, en lisant ce bouquin, même si ce sont des histoires et que finalement l'histoire en tant que telle se déroule à l'Antiquité, enfin dans des périodes, des époques qui ne sont plus tous les nôtres, mais quand même les réflexions restent et on pourrait se dire ok, mais nous comment on verrait l'humanité si on était immortel, comment on verrait notre propre vie, le sens de tout ça, l'amour, la naissance, la mort, le quotidien. Madeleine arrive aussi à mettre de magnifiques ambiances en place, à parler par exemple du cours des saisons, comme si on les vivait en accéléré, comme des immortels. Et je crois qu'elle arrive à faire un truc que j'ai jamais vu auparavant. J'ai quelqu'un qui écrit, je vous donne l'image. Vous voyez au cinéma quand vous avez une scène, ou alors une succession de plans dans une scène avec deux personnages, et qui se passe pas nécessairement quelque chose de spécial dans les faits, mais que la mise en scène, le jeu des acteurs et parfois quelques phrases dans leurs répliques vous font comprendre un sentiment sous-jacent. C'est complètement implicite, mais vous avez compris. Vous comprenez que les deux personnes se désirent comme jamais, vous comprenez qu'elles se détestent, vous comprenez qu'elles ont vécu quelque chose de terriblement douloureux dans le passé et qu'un simple regard entre les deux suffit à les y ramener. Ça, c'est la magie du cinéma. Mais ce qui est dingue, c'est que j'ai réussi à le retrouver dans ce bouquin. Je vais m'arrêter sur ce livre parce que je pourrais vraiment partir en profondeur, mais le but c'est quand même que vous le lisiez. Je recommande particulièrement à tous ceux qui aiment ce genre de domaine, donc les dieux, la mythologie grecque, les héros d'épopée, les monstres, et même les Green Witch pourraient s'y retrouver. Bien, alors là on a un petit fail les amis. Das Neunte Haus, Leif Bardugo, I don't know. Donc en fait je l'ai lu jusqu'à la page 62 et il s'avère que j'ai abandonné. C'est remis à plus tard, c'est simplement qu'au moment où je le lisais, j'étais en train de me dire ok bon tu galères à lire une page, ça te prend énormément de temps et ce temps tu pourrais l'utiliser à lire d'autres livres en fait, beaucoup plus de livres que juste un gros pavé comme ça que tu galères à le lire. Moi je pense que j'aurais pris bien 3 mois à le lire ce truc tellement... Et donc je me suis dit t'attends d'avoir plus de niveau en allemand parce que du coup c'est un livre en allemand et tu y reviendras plus tard. Donc voilà, je n'en parlerai pas simplement pour vous dire que c'est pour ça que j'ai un gros retard dans mes lectures et aussi dans cette vidéo, c'est que en fait tout est décalé à cause de ce truc. Bon mais j'étais quand même persévérante, hein, tout le temps, moi... Il faut pas lâcher, mais en fait, je perdais mon temps. On en arrive du coup à parler de connaissance de l'astrologie de André Barbeau. L'astrologie est un sujet assez tabou ou du moins controversé et moi qui m'y intéresse, j'ai beaucoup de mal à trouver des sources qui soient un minimum sérieuses et pas reposant entièrement sur des clichés ou de grosses généralités. Donc je suis très contente d'avoir trouvé cette vieillerie. Il date des années 80. Je préviens simplement pour ceux qui voudraient déjà le lire avant que j'en parle dans d'autres vidéos plus tard. En fait, clairement c'est ça, vous n'avez même pas besoin de le lire. C'est juste, on va dire, une introduction à ce que je vais faire comme vidéo bien plus tard. C'est pas un aspect pratico-pratique pour ceux qui voudraient vraiment lire un truc comme ça sur l'astrologie. Dans le sens où il va sûrement pas vous dire si vous êtes Capricorne, vous êtes comme ça, si vous êtes Poisson, vous êtes comme ça, etc. Il va plutôt expliquer les origines de cette science, les principes de psychologie, biologie, psychanalyse qui sont en lien avec. Il va prendre aussi des théories du co-inverse, c'est-à-dire les anti-astrologies, et en fait les démonter en prenant chaque argument et en disant ça c'est du gros nain. Ou alors il prend les théories en fait des premiers astrologues, de ceux qui font partie de ce qu'on appelle la tradition savante, c'est-à-dire vraiment le début de la science, et il va les développer souvent en les comparant en fait aux découvertes récentes ou à d'autres domaines comme dit la biologie et la psychanalyse, ce genre de choses. C'est une lecture qui pourrait être qualifiée de touffu, c'est vraiment pas de tout repos, ça demande de la concentration, mais je trouve que c'est quand même une très bonne introduction pour la pratique et c'est pour ça que je vais en faire des vidéos avant de me lancer dans des vidéos sur l'astrologie plus pratico-pratique, parce que c'est un peu aussi le but de vous parler de choses qui m'intéressent. Du coup l'astrologie, ça va venir. Et je vais terminer avec Beloved de Toni Morrison, qui est normalement un livre de mes lectures d'hiver, mais on s'en fiche. Pareil, c'est un livre sur lequel j'ai énormément de choses à dire, et je pense que le challenge, ça va être de vous faire le résumé. Parce que vraiment... Déjà, il faut savoir que ce livre parle d'esclavagisme, d'où la branche de fleurs de coton. Et il en parle comme je n'ai jamais
entendu ou lu ou vu parler d'esclavagisme auparavant. En fait, on en parle dans nos cours d'histoire au collège et c'est un sujet qui revient de temps en temps quand on parle de la condition des Noirs dans notre société actuelle et que quand on y réfléchit, ils n'ont jamais eu la paix parce que après l'abolition, il y a eu la ségrégation et maintenant qu'il n'y a plus la ségrégation, c'est genre tout le monde est accepté, mais il y a quand même un espèce, un racisme très clair, un peu partout, disséminé comme ça, en mode c'est autorisé de toute façon d'être raciste. Finalement, moi je me suis rendu compte, en lisant ce livre, que je n'ai jamais été sensibilisée à l'esclavagisme au collège. Et d'ailleurs, en vrai, est-ce que ce serait pas compliqué de vraiment parler de ce sujet de façon détaillée à des gamins de 12 ans. Je trouve que c'est bien déjà de faire une introduction à cet âge-là, parce que enfin voilà, ça fait partie de l'histoire, il faut quand même que les gamins soient au courant quoi. Mais d'y revenir, ce serait pas si mal que ça, surtout quand on est plus mature et qu'on peut rentrer dans le détail. Je trouve aussi que le peu de films que j'ai vus sur le sujet étaient vraiment beaucoup moins subtils que ce que j'ai pu expérimenter avec ce livre, dans le traitement. Donc, si jamais vous avez des recommandations, dites-le moi, parce que évidemment avec les adultes, on peut parler des abus sexuels, de tout le business que représentaient les esclaves, du fait qu'on les considérait comme des animaux et que du coup on pouvait les forcer à se reproduire. Il y a un mot pour ça d'ailleurs, je sais plus lequel, parce que c'est vrai, s'ils font des petits, on peut les vendre, et si on a un mâle qui semble en bonne santé, on peut le louer à un autre fermier pour qu'il puisse faire un bébé à sa femelle. Pourquoi pas? Voilà, pour vous dire, c'est pas que je me sois vraiment pris une claque au niveau du sujet de l'esclavagisme, c'est juste que c'est déjà un truc tellement horrible qu'on est caréné quand on commence à lire un bouquin sur le sujet, on est en mode ok, c'est bon, ça va parler de ça, mais en fait j'ai quand même eu des images que j'ai jamais eues auparavant et j'étais en mode ah, d'accord, mais je remets même pas ça en question, c'est clair que ça a été fait comme ça. Moi qui ne suis pas du tout renseignée, ce que je veux dire, avec des données historiques, machin, c'est clair que ça s'est fait comme ça et c'est horrible. Bah, à quoi ça sert de le répéter, mais enfin c'est horrible. Et une chose très intéressante que j'ai vue dans ce bouquin et nulle part ailleurs, c'est l'idée de comment un homme né esclave, vivant dans des conditions d'esclave toute sa vie, peut vraiment revendiquer son statut humain s'il ne sait plus vraiment ce que ça signifie. La folie ici, mais les problèmes mentaux légers et surtout le nombre de questionnements qui découlent de ce genre d'expérience, enfin d'avoir été esclave, c'est des sujets qui sont rarement abordés, surtout dans les films. On voit des esclaves où ils deviennent fous, où ils sont faibles, ils meurent, enfin voilà, tout ça. Ou alors ils prennent leur revanche, ils tuent tout le monde et ils partent et sont bien contents. Mais en fait, ouais voilà, c'est ce questionnement de tu es esclave, tu es né esclave, on t'a jamais dit tu es humain, on t'a jamais dit tu as le droit d'aimer, tu as le droit d'ouvrir ta bouche pour dire non ça me plaît pas, on t'a jamais dit que tu avais une identité. Tu as peut-être un numéro comme nom, ou alors t'as un petit nom mais t'as pas nom de famille, t'as pas de généalogie non plus, parce qu'on t'enlève à ta mère dès le départ. En fait tu es un veau, donc tu pars, tu viens et tu sais pas trop où la vie te mène. Tout ce que tu sais c'est que si tu veux vivre, eh ben faut que tu respecte les règles. Donc voilà, ce ne sont pas des sujets abordés et sûrement pas en cours d'histoire en 5e. Bien, ceci étant dit, passons à l'histoire tout de même. Ça se passe à la période juste après l'abolition. Les Noirs sont considérés comme des humains, mais n'ont pas exactement les mêmes droits que les Blancs, vous vous en doutez bien, et certains sortent tout juste de l'esclavage. Ouais, l'esclavage, donc ont encore vraiment ça, c'est pas quelque chose qui est oublié, d'ailleurs on ne l'oubliera jamais. Et le récit est presque entièrement constitué de souvenirs, quelquefois du même événement, mais vu de multiples points de vue, de multiples personnages. Ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas un seul personnage secondaire qui sert à rien. En fait, vous avez quand même, vous les connaissez presque tous, vous savez quel est leur caractère. Bon, on peut dire que le personnage principal c'est Seth, elle était esclave, elle s'est enfuie, mais les choses ont mal tourné. Et maintenant, 18 ans plus tard, il y a encore des retombées de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a subi. Et comme dit, tout du long, on nous raconte des souvenirs. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que je trouve que déjà le résumé au dos du bouquin spoil, tout simplement. Du coup, si vous prenez cette version-là, enfin cette édition, n'importe quelle édition avec ce même résumé, enfin lisez pas le résumé en fait, c'est bon, je vous ai donné ce que vous deviez savoir. Et c'est d'ailleurs pas grand-chose, mais bon. Et je pense que c'est le moment de dire que ce livre est merveilleusement bien écrit. Bon, j'ai rien compris aux 20 premières pages, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 20 premières pages pour rentrer dans un bouquin, normalement vous avez toujours une ou deux pages qui peuvent, voire 4,
qui peuvent être vraiment genre ouais quoi, qu'est-ce qui se passe, qui est qui, où on va, où est-ce qu'on est, quelle époque. Et en fait là sur 20 pages, je savais pas ce qu'il se passait. Ça m'a beaucoup troublée, mais par la suite j'ai compris qu'en fait Toni Morrison, elle racontait les histoires par dissimulation et révélation. Et au début, t'es plongé dans l'histoire mais pleine de dissimulation, pleine de choses que on te les raconte comme si tu savais, mais tu ne sais pas. Et on te les explique après, mais encore une fois, en te les exprimant de façon comme si tu savais. Je sais pas si je suis claire. Donc ouais, au fur et à mesure, tous les détails arrivent de par les souvenirs et on repart dans le présent, ensuite on repart dans le passé. Et là, il y a des micro-détails supplémentaires qui viennent ajouter un truc que t'avais pas calculé, mais qui change tout en fait. Et puis, ce fut aussi un immense plaisir de le lire, parce que dans la syntaxe... Ah là là, waouh. Une écriture si belle, si poétique et parfois crue, parfois violente, parfois endormie, parfois nostalgique, parfois enjouée. En fait, elle décrit pas les choses. Elle en donne une impression si nette que tu le vis. Je sais pas comment elle fait honnêtement, mais elle maîtrise la magie des mots, c'est certain. Et ça fait du bien d'avoir un morceau de littérature comme ça entre les mains. On comprend enfin quel est le potentiel d'une langue. Tout mon respect à Toni Morrison, repose en paix. Je souhaite que ces livres puissent faire évoluer notre société actuelle. Amen. Donc oui, j'ai pris un temps fou à sortir cette vidéo, mais on va pas se mentir, est-ce que vous en avez quelque chose à faire du fait que j'ai un retard ou pas sur la date que je m'étais prévue pour sortir une vidéo? Non, je ne pense pas. Donc voilà, à la prochaine les amis, bye bye.